Bună regăsire! Bună dimineața! Suntem aproape de sfertul academic românesc. Eu vă mărturisesc că vin întotdeauna după sfertul academic din China. În China, sfertul academic este să vii cu un sfert de oră mai devreme. Bună dimineața, așadar! Pornim a doua zi. Vreau însă, înainte de toate, să vă mulțumesc foarte mult pentru atașamentul pe care l-ați arătat cauzei noastre și în cursul dimineții de ieri și la prânz, și vă mărturisesc că aseară la 7 și aproape jumătate PM de azi seară, când eu intram în schimbul 3, încă mai erați o parte din dumneavoastră la schimbul 2, adică la atelierele care s-au desfășurat la Casa Academiei Române. A fost o mare bucurie pentru mine și cred că este corect să mă refer la acest lucru la începutul zilei de astăzi, care va fi și ea una pe măsura așteptărilor, în primul rând așteptărilor dumneavoastră. Pentru că așteptările dumneavoastră contează, spuneam ieri, ne interesează ca împreună devenirea dumneavoastră să fie principalul obiectiv și nu altceva. Deschidem reuniunea de astăzi cu invitarea la pupitre a unui savant, în toată puterea cuvântului, a unui membru al Academiei Ateniene, membru al Academiei Române, un filozof care a avut și are multe de spus în materia domniei sale, în gândirile, în angoasele, în insomniile domniei sale, pe care, ca orice filozof, știe să și le pună în cuvinte, de cele mai multe ori. Dar înainte de toate, profesorul Mutsopoulos, Evangelos Mutsopoulos, aici de față, îi mulțumim pentru efortul pe care l-a făcut de a ne fi. Efortul domniei sale de a fi alături de noi, pentru că filozofii de regulă au două verbe, a fi și a avea, care sunt verbele ajutătoare în mai toate limbile. Dar profesorul Mutsopoulos a pus între ele întotdeauna și a face, între a fi și a avea. Profesorul Mutsopoulos este doctor în litere la Paris, profesor la Universitatea din Aix-Marseille, Universitatea Tesalonic din 1965, la Universitatea din Atena din 1969, rector al acestei universități din 1977 pe mandate succesive, membru al Academiei din Atena din 1984, membru de onoare al Academiei Române. Cercetările profesorului Mutsopoulos sunt în domeniul filozofiei generale și al istoriei filozofiei, care l-au condus la crearea unei noi nu discipline, ci noi filon filozofic, unic în plan mondial, cu 5 noi ramuri filozofice. Cairologia, filozofia artelor, filozofia, asta nu e chiar nouă, dar punctele domniei sale de vedere le veți vedea astăzi. Filozofia artelor, filozofia culturii grecești, istoria filozofiei neo-elenice, și filozofia, atențion, la filozofie de l'espace cosmic. Că întrebam studenții câteodată dacă și-au cumpărat pământ pe lună. Și au zis nu. De ce? Că nu ne trebuie. Nu avem nevoie. Ăsta e motivul. Nu că e scump și că e rar. Din punct de vedere al marketingului, trebuința, nevoia este importantă. Contribuțiile domniei sale originale, veți găsi o listă pe site-ul
pe site-ul proiectului nostru. De asemenea, veți găsi discursul domniei sale audio și video și textul discursului domniei sale în documentele proiectului. Lista e lungă a lucrărilor domniei sale, n-am să vă rețin. Îmi permit cu toată emoția, cu toată smerenia care se cuvine, să-l invit pe profesorul Mutsopoulos pentru a expune tema domniei sale. Cher professeur, c'est à vous la parole. Voilà. Ah ouais. Je suis très honoré d'être appelé à faire une conférence à l'Académie roumaine devant un public tellement illuminé. Le titre de ma conférence est « Culture nationale et nivellement culturel ». Afin de penser scientifiquement, il est nécessaire de commencer par l'examen de la signification des termes dont on se servira, réclamaient les anciens. Je pense à Épictète, ayant accepté de m'entretenir avec un auditoire aussi éclairé que celui présent en cette salle, je me plierai volontiers à cette exigence attribuée à Antisthène. Quelle est donc l'étymologie du terme « culture » ? Elle remonte à une occupation littéralement terre-à-terre, puisqu'elle évoque le labourage mis en œuvre dès le début du néolithique, qui correspond au passage du matriarcat au patriarcat et à la vie sédentaire. Agricola, du latin ager, agri, en grec agros, et kolo, cultus, œuvrer, être œuvré, en l'occurrence labourer, être labouré, et en conséquence être fertilisé, enrichi, prête à produire. On y décerne ici une influence allemande. En effet, le terme allemand « Kultur » fut créé au XVIIIe siècle des Lumières de l'Aufklärung en Europe. Le terme français utilisé jusqu'alors était lui aussi d'origine latine et renvoyait à l'idée de citoyenneté, civilisation, terme qui, pour sa part, désigne un ensemble de phénomènes sociaux extensibles, donc communs à une société donnée et suggérant des activités mentales ou pratiquées inspirées d'un idéal à réaliser. Un autre terme d'origine allemande, Formung, dérivé du latin et rendu en français par formation, implique toutefois une nuance éducative, tout comme son répondant grec moderne morphosis, qui correspond à son tour au terme classique de paideia, éducation des jeunes, qui a servi de titre à un ouvrage de référence dû à Werner Jäger. J'insiste sur cette onomatologie car elle est susceptible de fournir la clé
d'une interprétation conséquente du sujet traité devant vous. L'éducation des jeunes comporte deux aspects, selon Platon. L'exercice du corps par la gymnastique, qui rendra le futur citoyen apte à défendre courageusement sa cité, et l'exercice de l'esprit par la pratique de la musique qui le guidera sa vie durant vers les 4 vertus cardinales: prudence, tempérance, justice et courage, qui sont qualifiés de biens divins, et vers la philosophie qui s'avère une musique suprême. Pour Platon, toujours, la pratique de la musique chez les jeunes est si importante que celui qui n'a pas activement participé à des chorales sera jugé inculte. Inversement, un citoyen qui fait preuve de culture trahit par là même son éducation de choreutre. Rythme et mélodie, mouvement du corps et de la voix agissent depuis 40 000 ans en guise d'incantation dans les sociétés humaines, notamment dans les sociétés dites archaïques jusqu'à nos jours. Culture musicale, culture tout court. Mais quelle culture musicale? Platon nous donne encore la réponse moyennant l'aventure du penseur pythagoricien Damon, qu'il cite textuellement. Ce dernier, partisan des formes musicales traditionnelles, se prononçait contre le style novateur de ses contemporains en enseignant que toute déviation des règles artistiques établies risquait d'entraîner le renversement du régime démocratique d'Athènes. Dénoncé, il comparut devant l'aréopage athénien, mais ne pouvant convaincre ses juges, il fut condamné à l'exil. C'était en 443 avant notre ère. Un siècle plus tard, Platon reprit sa doctrine, suivi, lui, d'Aristote et du philosophe stoïcien Philodème. Certains éléments de la doctrine damonienne survécurent tant à Byzance qu'en Occident. Tradition musicale, tradition tout court. L'aventure de Damon sert de preuve à mon propos. Elle illustre les risques que comporte l'abandon des cultures traditionnelles au profit d'une culture uniforme que je qualifie de nivellatrice. Cette constatation entraîne plusieurs observations. Premièrement, toute culture traditionnelle, qu'elle soit l'expression d'une société typiquement archaïque ou bien spécifiquement nationale, est un modèle unique et exemplaire en son genre. Son unicité et son irrépétabilité sont garanties par une constellation de principes, de normes, de règles, de structures et de formes, dont la modalité de combinaison assure la particularité. Il va de soi que dans les cultures des sociétés que je viens de qualifier d'archaïques,
cette modalité est plus dépouillée en raison de sa pureté pertinente due à leur isolement. Alors que, s'agissant d'une culture nationale, elle se fait plus compliquée au cours des âges à cause d'influences subies venant de sociétés voisines ou de faits marquants. Ainsi, la culture allemande a subi, après le traité de Westphalie, en 1648, l'influence du français, devenu la langue de la diplomatie, voire de la politique. Après la diffusion de la pensée de Descartes et de celle de Malebranche, au point que Leibniz se sentit obligé de rédiger en français ces nouveaux essais pour être compris de tout le monde. Des exemples semblables abondent depuis l'Antiquité. Il s'agit d'altération, mais aussi d'enrichissement. Ma seconde observation concerne le sens attribué à chacun des paramètres énoncés qui constituent la constellation en cause. J'entends par principe, métaphoriquement, une réalité idéale qui s'impose en tant que cause initiale d'une série de faits ou de raisonnements qui se succèdent ou qui se tiennent de manière strictement agencée, tels que chacun d'eux en dérive indirectement, mais s'y réfère immédiatement. Par norme, j'entends un type concret ou une formule abstraite répondant à l'axiome ou au postulat de ce qui doit être ou se produire en tant que résultat d'une activité et qui, par conséquent, renvoie également à une réalité idéale. Mais alors que le principe accourt sur un plan uniquement intellectuel, la norme admet en plus un contenu affectif et moral. Par règle, j'entends une formule précise qui indique la modalité exacte selon laquelle un principe doit être suivi et qu'une norme sera appliquée. Par structure et par opposition à une simple combinaison, j'entends la disposition organisée des parties solidaires entre elles d'une entité, qu'elle soit biologique, artistique, sociale, voire administrative, orientée vers son actualisation continue, mais indépendamment de leurs fonctions particulières qui tendent et contribuent toutefois au maintien de son existence que domine une idée et un fond directeur d'entéléchie. Et finalement, par forme, opposée à la matière, j'entends la manifestation sensible sous laquelle figure la structure. Enfin, par modèle, j'entends un exemple
ou un paradigme, donc une structure intelligible ou idéale conformément à laquelle un principe est censé produire ses effets escomptés. Après ces définitions préliminaires, mais indispensables, je me permets d'entamer le vif de mon sujet. Je vous le rappelle, il s'agit en somme d'une axiologie des valeurs culturelles particulières, voire nationales, face à la perspective de leur subjugaison, moyennant un mélange inadéquat de cultures variées à la faveur du déferlement de la vague dévastatrice qui répond au nom de mondialisation. Je procéderai méthodiquement en me référant tour à tour au rôle, à l'état actuel des cultures nationales en fonction de chacune des notions que je viens d'énumérer. J'ai déjà évoqué le cas de l'influence du français en Allemagne, où pourtant continue de subsister une solide tradition philosophique germanophone, mais où le français demeura, comme dans l'ensemble de l'Europe continentale, y compris le sud-est européen, la deuxième langue de très larges élites. En général, et je le répète, les cultures traditionnelles et nationales, ces dernières certes, moins que les autres, sont résistantes à l'intrusion d'éléments provenant de cultures qui leur sont étrangères. En général, toujours, elles les repoussent comme les organismes humains qui repoussent et éliminent les virus à condition de pouvoir développer des anticorps, à défaut de quoi ils courent le risque d'être dévastés et à la longue de succomber. L'historien romain Tite-Live mentionne le cas des Posidoniates, habitant la ville de Posidonia, le pestum romain, en Italie méridionale, notamment au sud de Naples et sur la mer Tyrrhénienne. Les Posidoniens étaient des colons provenant de Sybaris, colonie grecque, par conséquent des colons au second degré. Leurs rapports étroits avec les Lucains, leurs voisins barbares, qui les soumirent, puis avec les Romains, leur causèrent ainsi la perte et l'oubli total du grec, la langue de leurs ancêtres, dont ils gardaient pourtant un vague souvenir. Une fois par an, ils se réunissaient pour célébrer, bien que désormais complètement romanisés, des rites qui leur rappelaient leurs origines lointaines, et ce, dans des sanglots, sans doute de regret et de repentir pour s'être laissés altérer de leur identité. L'identité culturelle est le principe qui régit toute société
Elle en englobe le passé et sa conscience, tout comme la conscience de son présent et même les aspirations concernant son avenir. Il m'est arrivé de soutenir qu'une société en crise peut s'en libérer rien qu'en tirant des leçons de son passé historique. Identité culturelle, cependant, ne signifie pas toujours ipséité, et ipséité invariable. Les sociétés sont des organismes vivants et à ce titre sujettes au développement, qu'il soit politique, économique ou surtout culturel, au gré des occasions qui leur sont offertes et dont elles peuvent raisonnablement profiter pour enrichir son potentiel et son éclat. Il va de soi que la prudence est ici de rigueur afin d'éviter le dépassement des limites en s'engageant dans une course effrénée au terme incertain. Savoir se modérer en la matière constitue le secret du succès. À trop s'alimenter brusquement et inconsidérément, l'organisme humain prend du poids au détriment de sa santé. Toutes sortes de dangers le guettent alors. Comme on dit dans le langage courant, il faut savoir s'arrêter. Or, cela n'est nullement facile. La plupart du temps, on est séduit par la nouveauté et bientôt emballé par elle, après s'en être étonné puis méfié. L'assimilation progressive du nouveau convient le mieux à l'évolution culturelle des sociétés. Voilà pour ce qui concerne le principe qui régit les cultures des sociétés, aussi bien archaïques que nationales, et tant soit peu évoluer. Je passe à présent à l'examen des normes qu'il convient de respecter dans ce domaine. J'ai défini la norme comme un type concret ou une formule abstraite répondant à l'axiome ou au postulat de ce qui doit être ou se produire. Autrement dit, une norme est une réalité idéale vers laquelle on est obligé de rendre, ne serait-ce qu'en empruntant un cheminement semblable à une courbe asymptote jusqu'à la frôler ou presque. On se rappellera, mutandis mutatis, le titre du livre de l'épistémologue Gaston Bachelard, Essai sur la connaissance approchée, qui suggère une démarche similaire à l'égard de la science. Une telle attitude exige de la part des sociétés un effort constant visant à atteindre l'intégralité de leur plus-être sous
tous les aspects, sous tous les angles de leur entéléchie, au sens aristotélicien du terme, à savoir le germe de leur développement complet, dont elles sont porteuses, ce qu'on appellerait de nos jours leur ADN. Mais attention, ce développement rigoureusement prescrit est loin d'exclure des imprévus qui, toutefois, ne sont guère imprévisibles et qui apparaissent soit instantanément, Platon et Aristote emploient dans ce cas l'adverbe exeifnes, par surprise, tout d'un coup, soit moyennant des signes avant-coureurs, et dans cette éventualité, la conscience collective des sociétés a le devoir de les prévenir pour leur éviter l'obligation de s'en guérir, et ce, dans la mesure où leur guérison s'avérerait envisageable. S'il s'agit cependant de maux quelconques, et si leurs organismes développent des anticorps appropriés, elles n'en seront probablement plus surprises, quitte à avoir enregistré cette expérience. Quant au reste, elles poursuivront leur approche vers leur plus-être en s'assimilant, chemin faisant, ce qu'elles auront jugé raisonnablement assimilable parmi ceux qui leur parvient du dehors. S'y tromperont-elles? Il existe deux espèces d'erreurs. La première est involontaire, c'est le lapsus oral, certes, mais encore dû à un élan corporel brusquement interrompu que Bergson définit comme étant du mécanique plaqué sur du vivant. Par exemple, un piéton insouciant qui glisse sur une peau de banane et se relève indemne sous les rires des passants, auxquels il répond par un sourire d'excuse. Il en serait autrement s'il s'était cassé le bras ou la hanche. La deuxième est également involontaire. Elle est fondée par inadvertance sur une fausse hypothèse qu'il est cependant possible de guérir. Mais elle devient volontaire et, en connaissance de sa fausseté, si on y insiste. Auquel cas, elle correspond au mensonge. Il existe néanmoins des cas exceptionnels où, sachant sa perte prochaine, on persiste dans son erreur pour au moins sauver son honneur et l'honneur de la collectivité. Je ne citerai que le sacrifice des Spartiates aux Thermopyles. Inversement, il y aura toujours des cas de médisme. J'entends par médisme ce que
Hérodote entendait, à savoir la fuite en avant des cités grecques qui s'assimilaient aux Perses pendant les guerres médiques. Comme Thèbes, par exemple, la ville de Thèbes. Alexandre réduisit la ville de Thèbes qui avait médisé, se vengeant ainsi de sa trahison et épargnant seulement la maison du poète Pindare en signe de respect. On n'est presque jamais fautif impunément. Or, quel était le modèle des cités grecques à l'époque? Elles se faisaient et ne faisaient que guerroyer entre elles jusqu'à leur anéantissement par Alexandre. Selon Droysen, Alexandre aurait sauvé l'hellénisme, mais aurait détruit la Grèce. Les Spartiates avaient refusé de joindre un contingent des leurs à l'armée d'Alexandre, qui s'apprêtait à envahir l'Empire perse sous prétexte qu'ils n'avaient jamais combattu sous les ordres d'un roi non spartiate. En réalité, ils étaient en tractation secrète avec les Perses, en escomptant obtenir d'eux quelques piètres avantages, grandeur et décadence. Ce fut l'époque où le stoïcisme prôna l'idéal du cosmopolitisme qui se réalisa sous la constitution de l'Empire d'Alexandre, puis avec les royaumes hellénistiques de ses successeurs qui se le partagèrent en attendant sa soumission par l'impérium romain. Les modèles culturels des cités grecques, guerroyant entre elles, s'étaient définitivement évanouis. Il en resta quelques foyers isolés. Rome, culturellement hellénisée, Alexandrie, Pergame, Antioche et bien sûr Athènes, mais celle-ci, pas pour longtemps. L'édit de Justinien, y ayant supprimé en 529 de notre ère les écoles philosophiques florissantes au profit, il est vrai, d'une nouvelle université fondée à Constantinople sous le regard vigilant de l'État et de l'Église. Il en fut de même en Occident où Rome surveilla les universités naissantes au Moyen Âge. La magnificence de Byzance attira l'admiration des envoyés de Charlemagne, puis, à l'occasion de disputes théologiques, l'envie des croisés. Politiquement, Byzance s'éteignit lentement, bien avant la conquête ottomane, mais continua de briller du point de vue culturel
et anima même l'esprit de la Renaissance. Tout le Moyen-Âge fut l'ère de la prévalence de la norme en tant que modèle, mais également de la règle en tant qu'application culturelle. À partir de la Renaissance, on assiste à une structuration de modèles culturels régionaux grâce à l'établissement des États nationaux. L'Italie devient le berceau des arts et son rayonnement atteint les îles britanniques, les Pays-Bas, l'Europe centrale, la France et jusqu'à l'Espagne. Léonard de Vinci réside en France. Le Gréco s'installe à Venise avant d'émigrer à Tolède. Tour à tour, le classicisme littéraire gagne l'Angleterre, la France, l'Espagne, la philosophie, je l'ai dit, se répand partout et les philosophes se contentent et se contactent entre eux, ne serait-ce que pour se disputer. Les courants philosophiques traversent le continent, mais reçoivent un peu partout une dénomination nationale selon leur différenciation. Il est désormais question de philosophie en langue française, allemande, anglaise, voire écossaise. La prépondérance de ce domaine revient à l'Allemagne, mais la philosophie dans les langues des autres pays d'Europe et des Amériques est représentée par des esprits de grande valeur. Vienne, la germanophone, attire des musiciens du calibre de Haydn, de Mozart, de Beethoven et de Brahms, tandis que Paris rayonne par la littérature et les arts figuratifs qui se transforment bientôt en non figuratifs. On est en présence de cultures qui tendent à se rapprocher tout en gardant chacune sa propre physionomie. Un peu comme en Grèce, à la veille de l'hellénisation de l'Orient. Sauf que dialectes des cités, États, ont été remplacés grosso modo par les langues des États nationaux. Et à la veille de l'hellénisation de l'Orient, sauf que les dialectes ont été remplacés par les langues nationales, comme je viens de le dire. La facilitation du déplacement des représentants des cultures nationales dans d'autres pays que les leurs contribua à les mieux faire connaître et par là même à une sorte d'osmose entre elles. À côté de la floraison des écoles nationales en musique, dont il fait partie par ses danses slaves, en séjournant aux États-Unis, le Tchèque Dvořák insère dans le premier mouvement de sa symphonie du Nouveau Monde un air emprunté aux Indiens d'Amérique, des mouvements
d'exotisme en peinture recourent à des emprunts de l'art japonais. Les particularités des sociétés nationales se reflètent dans les littératures respectives en même temps que des tendances universalistes. C'est toutefois dans le domaine de la science que, malgré leurs dissensions, les scientifiques s'expriment dans un langage universel. La structure rigide des modèles culturels du XVIIe et du XVIIIe siècle se voit atténuée à la fin du XIXe et même de même que son opposition à une fonctionnalité sociale. Après 2 conflits mondiaux et l'accélération de l'histoire qui en dériva, les mouvements culturels se sont multipliés et répandus à une vitesse jamais atteinte auparavant, et les modèles culturels se sont vus modérés. Par ailleurs, la technologie, fortement stimulée par la nécessité de subvenir aux besoins utilitaires et militaires surtout, a progressé à pas de géant. D'arithmétique, sa progression est devenue géométrique et influence actuellement, à côté de la science, les arts eux-mêmes, la musique en tout premier lieu, devenue électronique, au point que l'inspiration et l'apprentissage naguère essentiel et incontournable pour la création d'œuvres valables ont été substitués par une simple programmation et par la pression d'un commutateur avec comme résultat les miaulements de chattes sur un toit brûlant, comme j'ai pris l'habitude de les qualifier. De tels modèles culturels où le facteur humain s'éclipse devant l'automation méritent non seulement la qualification de modèle, mais mérite aussi d'être considérés comme des modèles tout à fait mondialisés. Dans le domaine de la communication des consciences, l'informatique joue désormais un rôle de protagoniste. Elle permet la transmission instantanée des messages compliqués qui autrefois mettaient plus ou moins de temps pour atteindre leur destinataire. Au vu de cette constatation, on ne saurait sous-estimer l'étendue du spectre des crimes réellement commis au nom de la liberté d'accès à l'Internet, sans compter les crimes potentiels qui dépassent l'imagination la plus fertile. Ce sont des crimes d'ordre politique, économique, sexuel, voire culturel, dont les conséquences
peuvent être extrêmement graves. Or, le crime le plus grave est commis au nom même de la mondialisation, érigée en idéal à atteindre et à réaliser, comme à sa réalisation, comme si sa réalisation n'était pas encore entamée, avec les effets désastreux que l'on éprouve de nos jours. Discours qui sonnent très beaux et très optimistes pour le salut de nos âmes, mais qu'en est-il du modèle culturel de chaque peuple selon sa particularité? Je ne m'arrêterai pas au livre de Huntington sur le conflit des civilisations qui avait fait sensation lors de sa parution. Je mentionnerai uniquement que, après la chute du mur de Berlin, qui entraîna l'effondrement de l'Union soviétique et la disparition de la menace d'une troisième guerre mondiale, on nous prédisait que s'ensuivraient des guerres locales, ce qui s'avéra on ne peut plus vrai. Et quel est l'enjeu de ces guerres? En substance, la prévalence de l'une des sectes à l'intérieur d'une religion, ou encore la revendication de l'indépendance de minorités à l'intérieur de pays dont les frontières furent tracées à la légère, surtout en Afrique, à l'époque coloniale. Cela étant, comment expliquer le faste, genre kitsch, des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques de Pékin et ceux d'Athènes à la veille d'une crise gravissime, sinon par l'invasion d'une mentalité de globalisation qui incite à l'organisation de manifestations immodérément onéreuses au profit, bien entendu, de groupes qui, tout le monde les connaît, mais que personne ne dénonce, et de manifestations impressionnantes visant à surpasser celles qui les ont précédées. Comparons les Olympiades de l'Antiquité aux Olympiades actuelles. On a organisé pendant l'Antiquité des concours musicaux parallèlement aux courses athlétiques, dont les vainqueurs ne méritaient qu'une couronne de feuilles de laurier, mais aussi qu'à leur retour dans leur cité d'origine, une partie de ces murailles était démolie pour leur en faciliter l'entrée en pompe.
Je viens de qualifier l'esthétique des Olympiades modernes en les rangeant sous la catégorie esthétique ou anesthétique, si vous voulez, du kitsch. En fait, toutes les joutes actuelles s'y prêtent. Il n'y a qu'à renvoyer au kitsch des concours de l'Eurovision où les musiques de qualité vulgaires qui se copient mutuellement figure dès lors l'idéologie de la globalisation nivellatrice et interprétée par de charmantes chanteuses qui se dandinent sur des rythmes assourdissants et par des chanteurs qui en imitent les contorsions, et le public de se délecter et se passionner pour cette espèce d'insulte impardonnable envers l'idée même d'un art sérieux. Je termine. Comment agir pour se dégager de l'étreinte mortelle de cette calamité dénommée mondialisation, tout en retenant certains aspects qui, pourtant, pourraient s'avérer propices à un redressement de nos sociétés. Et pour commencer, quels sont ces aspects communément reconnus? J'en énumère quelques-uns. Premièrement, la facilitation de l'accès à l'information, pourvu qu'elle serve des intentions honnêtes et bienveillantes. Deuxièmement, la possibilité accrue de focalisation des consciences sur des valeurs culturelles toujours vivantes, mais ne serait-ce que provisoirement obnubilées. Enfin, troisièmement, le rétablissement d'un contact permanent avec des créations culturelles de haute volée et qui serviront de modèle particulier au rétablissement général de modèles culturels nationaux. Tout ceci présuppose l'existence d'une ferme volonté de profiter de moyens technologiques et autres offerts par la mondialisation, tout en se méfiant de ses nombreux attraits, voire en s'y refusant, afin de garder sa probité intacte. Ainsi respectera-t-on les principes, les normes et les règles communes et les structures communes. Donc, faire preuve de courage et d'abnégation, en l'occurrence, sera le devoir de nos sociétés dans le présent et dans l'avenir. L'article 7 de la Déclaration sur la responsabilité des générations de l'ONU dans cet article, il est écrit « Dans le respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les générations présentes veilleront à garantir la conservation de la diversité culturelle de l'humanité. Eh bien, je vous invite à ne pas oublier cette recommandation des Nations Unies. Je vous remercie de votre patience. Merci, cher maître. Il est très agréable pour moi de vous remercier, à vous et à Madame Michel Moutsopoulos, qui est toujours votre ange. Vă mulțumesc că dați-mi voie să transmit și din partea dumneavoastră mulțumiri pentru temeinicia pregătirii prezenței în fața dumneavoastră, pentru temeritatea de a fi din nou cu noi. Am reținut niște lucruri care ar trebui să ne dea de gândit. Cine dă, ne dau. Îmi amintesc că zicea maestrul acum că il faut savoir s'arrêter. Mais un cântec mai vechi din tinerețea mea, poate din tinerețea noastră mai puțin, Aznavour spunea, il faut savoir, mais moi, je ne sais pas. Am reținut din prelegerea maestrului o definiție. Nu știu dacă și dumneavoastră ați făcut asta. Definiția normei. Norma este realitatea ideală. N-am comentariu acum. Poate altă dată. Încă o dată mulțumesc profesorului Moutsopoulos. Cei care vor dori îl vor putea asculta cu o intervenție și în cadrul seminarului Penseur Europe, care se deschide mâine dimineață în aula Academiei Române. Vom avea o deschidere protocolară la Palatul Băncii Naționale în această seară, unde vom prezenta sinteza lucrărilor din seminarul de anul trecut. E bine să știți, sunteți tineri, sunteți frumoși, deștepți. Este ediția 13 a acest seminar, ființează de 13 ani, acum 13 ani, nu gândeam că va supraviețui atâta vreme. Sunt și aici printre noi personalități care l-au gândit, l-au inițiat și ar fi bine, invitația este făcută, puteți fi alături de participanții la seminar. Schimbând registrul, dar rămânând în area filozofiei de data aceasta, zicea profesorul Moutsopoulos că le scientifici au știința și cercetătorii au limbaje universale. Literatura, și ne explica, literatura și arta ține cu mai multă precădere de identitățile naționale. Aici vă poate spune, avem pe doamna profesor Maia Simonescu, cofondator al Penseur Europe, un biolog de clasă mondială, care a fost discipol unui laureat Nobel în materie și care vă poate spune că limbajul, s-a lucrat cu domnul Palade în America și poate spune că nu era diferență între știința de carte în materie a doamnei Simonescu, a ilustrului domn Simonescu și ceea ce știau americanii de la data respectivă, iar doamna profesor, aici de față, căutați, veți găsi sute, dacă nu mii de citări ale operei domniei sale în materia biologiei celulare. Limbajul este în artă, cum spunea ieri Serge Coșro, este cu totul altceva, sau cum se spunea aici, că limba nu este cultura sau civilizația, că
limba franceză se vorbește la Paris, se vorbește în Zanzibar și se vorbește și în Canada, da? Dar cultura, deși limba e aceeași, spunea și aseară Jaime Hilaluja, ca să schimbăm registrul, să încercăm să-l introducem pe domnia sa în discursul nostru de astăzi, și spaniola se vorbește, dar cultura este altceva. Încercând să vi-l prezint pe Jaime Hilaluja, nu pot face decât așa. Sau și așa. Știți ce este? Imnul FC Barcelona. Hilaluja, savant de renume mondial, nu ne place sintagma, nu ne aparține nouă, este matematician, este economist, este un filozof al limbajelor economice și în același timp este un aplicant al științei matematicii și al științelor matematice aplicate în economie, este cofondatorul școlii de gândire și de matematici faze și aplicat de sisteme expert în gestiune, este fondatorul Societății Mondiale Internaționale de Gestion Financiară, se vrea, este un om care iubește România și pe români, un om care n-a ezitat ca de fiecare dată s-a nimerit în marile aniversări ale lui și ale familiei sale, vârsta de 70 de ani. Cât s-ar fi zis, te invit la București, nu pot că împlinești 70 de ani, stau cu copiii mei, cu nepoții mei. Nu, el a venit la București, a venit și acum, deși acum câteva zile a fost ziua lui, îi spunem la mulți ani cu această ocazie, la mulți ani, bun aniversare, mon ami. Profesorul Hilaluja, vă spuneam că a aplicat știința modelelor matematice, nu cele care facem modelarea. Sunteți economiști, am încercat să avem personaje în fața dumneavoastră din diferitele arii ale curiculei cursului nostru. A aplicat, printre alte societăți mari, naționale și multinaționale, știința conducerii moderne, la clubul de fotbal FC Barcelona. Dacă îl căutăm acum prin buzurare, sigur vom găsi nu una, ci nu două, ci mult mai multe insigne, însemne ale lui FC Barcelona. Și dacă nu sunt în buzunarele domniei sale, sigur, doamna Hilaluja, pe care o salutăm pentru prezența domniei cu noi, va găsi la dânsa într-o punguliță speciale însemne ale lui FC Barcelona. A fost mai bine de 2 decenii directorul, președintele economic al lui FC Barcelona. Îmi spunea un secret acum un an, că dacă ar mai fi în conducerea clubului, l-ar vinde atunci pe Messi, pentru că peste un an jumate prețul lui ar fi pe jumătate. O să vă explic ce poate. Dumnealui este, vă spuneam, a scris nenumărate cărți, o parte dintre ele foarte importante și unice în materia în care este specialist. A acceptat să aibă traduceri și în România, fără niciun fel de pretenții pecuniare. De asemenea, domnia sa este prezent în toată lumea și când toată lumea, nici vă puteți închipui câte meleaguri a străbătut domnul Hilaluja. Este membru al mai multor academii, printre care și Academia Română, este președintele Academiei Regale Spaniole de Științe Economice și Financiare, vicepreședinte al Academiei Regale a Doctorilor din Spania. Area academică a Spaniei cuprinde 7 academii de ramură, este membru al Academiei Române, cum vă spuneam, este doctor honoris causa al multor universități de mare importanță din lume, printre care și în România, titlul pe care le iubește cu foarte mare bucurie și întotdeauna își începe curriculum vitae cu menționarea universităților din România. Cea mai recentă, la Sibiu, în această primăvară, a devenit doctor honoris causa al Universității Lucian Blaga. Eu îl invit pe profesorul Hilaluja să vă prezinte intervenția domniei sale, urmând ca după aceea, ca întotdeauna, dânsul este alături de noi și vă va răspunde la problemele pe care le veți găsi
că sunt prea explicite sau mai puțin explicite, în așa fel ca noi să fim un pic mai înțelepți atunci când vom părăsi reuniunea de astăzi. Maître, s'il vous plaît. Monsieur Valeriu Ionfran, Madame Simeonescu, Messieurs les académiciens, chers amis, avant tout, je voudrais remercier beaucoup cette invitation de pouvoir parler une fois de plus dans cette institution, cette académie si prestigieuse. Et je veux dire que le thème qu'on a choisi, il a une importance extraordinaire, surtout du point de vue quand on focalise les problèmes du point de vue économique. Donc, comme vous savez, je suis professeur, j'étais professeur, je suis encore professeur honoraire de l'Université de Barcelone. Merci pourtant de me donner cette opportunité de parler sur le modèle culturel européen. Et je vais le faire, si vous m'acceptez la proposition, dans les deux aspects qui sont les sous-titres du thème, c'est-à-dire l'harmonisation et la durabilité. Parce que harmonisation et durabilité ont, du point de vue économique, une importance extraordinaire, surtout dans ces moments actuels dont notre société subit des changements profonds et surtout dans des sens non prédéterminables. Et ça, c'est la question qui change profondément la culture économique de nos ancêtres, de la culture économique de l'avenir. Pourquoi je dis ça? Vous savez que du point de vue économique et social, la harmonisation et la durabilité sont deux facteurs qui agissent sur une grandeur économique d'une importance spéciale. La réalité et le temps. Et sont surtout ces deux phénomènes, la réalité et le temps, que la science économique est en train de changer sa vision par rapport aux époques précédentes. Vous savez tous que les sciences sociales et les sciences économiques, ils ont puisé depuis leur début dans la physique pour trouver des éléments capables de comprendre, d'écrire et traiter les réalités de chaque moment. Si ça c'est vrai, et je le crois, il faut se demander, puisqu'on a puisé dans le domaine de la physique, quels ont été les éléments fondamentaux sur lesquels la culture économique s'est fondée dans le passé. Écoutez, au domaine de la physique, le concept de certitude est fondamental, le concept de passage du temps, il est spécialement important et il faut tenir compte qu'il existe une relation
entre la réalité et l'État. Commençons pour dire que les deux mots harmonisation et durabilité acquièrent une signification spéciale puisque touchent deux gros problèmes. Le premier problème, l'existence d'une ou plusieurs cultures, oui, je dis bien une ou plusieurs cultures, et deux, la permanence ou les changements des systèmes sociaux. Et, dans une perspective différente, il est nécessaire de faire une profonde analyse sur deux aspects aussi fondamentaux. La réalité et l'étude et la formalisation de cette réalité. Voyons d'abord la réalité culturelle européenne du point de vue économique. Quelles sont les caractéristiques fondamentales? Je crois que je ne me trompe pas si je dis que la première, c'est la mutabilité. Le changement profond et dans des sens non prédéterminables où les événements se produisent au long des années. Et dans cette marche au long de cet espace temporel, on trouve que se produisent des changements de valeur, se produisent un changement de goût des gens. Ce ne sont pas les mêmes maintenant que dans ma jeunesse. Totalement différents. Le changement de technique, le changement des habitudes, même des changements de vocabulaire. Tous ces éléments comportent la relation entre les êtres humains au domaine de la société. Et quelle est la direction de ces changements? Je vous ai dit déjà que la première, c'est que ces changements sont non linéaires. Ils ne vont pas dans une direction qui puisse être prévisible. Deuxièmement, c'est des changements accélérés. Chaque fois, le temps passe plus vite. C'est-à-dire que les événements changent à une vitesse non connue jusqu'à maintenant. Le travail que pendant beaucoup d'années faisaient les hommes, les êtres humains, maintenant, ce travail s'est remplacé pour les robots. Et chaque fois, ça va être un élément qui va donner un changement profond à la vie en société et la culture de notre Europe. C'est-à-dire, on avait dit avec mon professeur Arnold Kaufmann, décédé il y a déjà 25 ans, que le robotariat va substituer le prolétariat. Et on est en train de voir ça. Qu'est-ce qu'on a vécu dans les années précédentes, dans le domaine du travail en société? Les spécialités. On a été spécialisés. On connaissait beaucoup d'une matière, peut-être, mais presque rien des autres. Si les changements techniques, si les changements scientifiques, si les changements qui se produisent au domaine de la conception du travail, ça fait si vite, on ne peut pas se spécialiser dans une matière dont dans 4, 5 ou 6 ans, ça ne servira à rien parce que sortira une autre chose. Alors, qu'est-ce que ça va passer? Qu'est-ce qu'on pense que ça va passer? Que la qualification adaptable va substituer à la spécialisation.
C'est-à-dire, il faudra que nous, les professeurs universitaires, nous enseignons à nos élèves des éléments qui sont valables en soi-même, mais qui sont capables, avec des petits changements, de s'adapter à de nouvelles circonstances. Et l'information. L'information s'est multipliée déjà et se va multiplier encore dans l'avenir. Le problème, ce n'est pas avoir l'information, c'est savoir sortir de ce volume, grand volume, et choisir l'information que ça nous convient pour traiter nos problèmes. La vitesse des ordinateurs est incroyable. Jusqu'à maintenant, on travaillait à la vitesse de nanosecondes. Maintenant, on commence déjà à travailler à la vitesse de femtosecondes. Incroyable l'information que nous avons. Il faut tenir compte de ces changements profonds. Il faut tenir compte que le problème a changé totalement et notre culture basée en la connaissance des informations va être changée pour la culture de choisir l'information. Réalité. Et l'étude et la formalisation de cette réalité. Qu'est-ce qui s'est passé au long des années? Traditionnellement, la science occidentale est soutenue pour une idée, les lois de la nature. La science économique est née sur la base des lois de la nature. On a copié les lois de la nature pour les transformer aux lois de l'économie. Mais on peut se demander si dans un moment où la société fonctionnait tout doucement, ça pourrait être valable. Est-ce que continue à être valable à un moment où les changements sont profonds en direction non prédéterminable? Quelle était l'idée qui soutenait les lois de la nature? Primo, d'abord, la certitude. On utilisait des instruments basés sur la certitude. Une mathématique dit certain. Maximum, il y a 2 siècles, sur la probabilité que c'est une autre sorte de certitude. Nous croyons que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas élaborer, créer, utiliser modèles et algorithmes dans lesquels nous disent exactement ça, ce qui se va passer dans 20 ans. Si on ne sait pas qu'est-ce que ça va passer dans une semaine, si même les données macroéconomiques des pays, au moins je parle pour l'Espagne et la France, qui sont les 2 pays où je vis, chaque année on change au moins 4 fois les éléments fondamentaux de l'économie. Peut-être nous devons nous conformer à moins, c'est-à-dire pas la certitude, 2 341 223, et pouvoir donner pour nos décisions intervalle de confiance entre tel et tel. Peut-être avec ça sera suffisant, mais ça comporte un changement culturel extraordinaire. Et l'idée géométrique de l'univers copiée aussi au domaine de l'économie. Est-ce que le monde fonctionne comme un mécano? Est-ce que nous avons des figures géométriques capables
d'apparaître dans la réalité. Dans la réalité, ni triangle, ni sphère, etc. Il y a d'autres choses, d'autres figures qui peuvent plus ou moins se ressembler, mais dont les lois sont différentes. Même les deux grandes révolutions du XXe siècle n'échappent pas à cette idée. Je me réfère à la mécanique quantique et à la relativité. Au fond, sont aussi des éléments surgis de lois dans la nature. L'être humain a cherché au long des années la stabilité dans l'équilibre. C'est-à-dire, on cherchait un équilibre et on voulait que cet équilibre soit stable. Qu'est-ce que a débouché avec ça? La conception du dualisme. Le dualisme. Dualisme. Même il y a plusieurs siècles, le dualisme était dans l'essence de l'activité scientifique. René Descartes attribue au corps humain la fonction motrice et à l'âme le principe de la pensée. Et ça, où nous amène ça? À accepter un principe qui a été l'élément qui a géré toute l'activité scientifique plus de 300 ans. Le principe du tiers exclu. Toute proposition peut être vraie ou fausse, mais elle ne peut pas être vraie et fausse à la fois. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans les relations humaines, dans les relations sociales, il n'y a pas de situation entre la vérité et la fausseté. Tout. Notre ami parlait de mon séjour au Football Club Barcelone dans des moments très difficiles. J'étais 14 ans président économique. J'ai trouvé le club avec un endettement de 4 milliards et on l'a laissé avec un fonds de 12 milliards. Et justement, on a essayé seulement de sortir de ce mécanisme et essayer de comprendre la pensée humaine, qui n'est pas exacte, qu'elle est dubitative, qu'elle cherche de fois s'en trouver. Pourquoi ça? Moi, il y a déjà 40 ans, j'ai trouvé une image qui m'a bien frappé, que c'est la plage d'entropie. Plage d'entropie. Les êtres humains se promènent tout au long de sa vie dans une plage d'entropie. Dans un but de cette plage, il y a la rationalité. Dans l'autre but de cette plage, il y a le rêve, les songes. Alors, l'être humain se promène. Des fois, on se lève le matin, tout est strict. On est de mauvaise humeur. On est très près de la rationalité absolue. Mais on prend notre café au lait, on va promener, on voit de belles filles, on voit des filles de belles garçons, etc. Et on voit que la vie, c'est pas comme ça. On se promène, les choses ne sont pas si strictes, si rigides. Le principe du tiers exclu, il tient compte seulement de deux extrémités de cette plage d'entropie. Il faut quelque chose pour pouvoir travailler dans tous les paysages de cette plage, dans tous les points de cette plage d'entropie. Nous avons énoncé, il y a déjà beaucoup d'années dans un congrès à Buenos Aires en Argentine, un nouveau principe qu'on appelait le principe de simultanéité graduelle.
Ce principe dit « Toute proposition peut être à la fois vraie et fausse à condition de donner un degré à la vérité et un degré à la fausseté. » Exemple. Excusez-moi, c'est l'exemple très simple, mais il faut aller vite. La hauteur d'une personne. Une personne, si on suit le principe du tiers exclu, il faut mettre un seuil en disant jusqu'à 1,80 m, on est petit. À partir de 1,80 m, on est grand. Et moi, je demande à quelqu'un qui mesure 1,79 m et l'autre qui mesure 1,81 m, moi, je le vois pratiquement pareil. Pourquoi je dis qu'une c'est grand et l'autre c'est petit? Alors, qu'est-ce que je dis? Par exemple, je donne des valeurs entre 0 et 1 en disant qu'à fur et à mesure que je m'en vais du 0 à 1, la proposition est chaque fois plus vraie. Dans le cas de la hauteur d'une personne, chaque fois il est plus haut. Alors qu'est-ce que je dis moi? Le plus petit du monde, une petite naine d'Afrique qui mesure 1,51 m, comme grande, comme haute, 0. Et comme petite, 1. Elle est très petite. Il ne peut pas être plus petite. Et ces gens de l'NBA américaine qui mesurent 2,43 m, les plus hauts du monde, comme haut, hein, et comme petit, 0. Alors il est petit et grand à la fois. Et moi, par exemple, je mesure 1,67 m. Je suis plutôt petit. Alors vous pouvez me donner une valeur, par exemple, entre 0 et 1, je suis un peu généreux, 0,3, comme grand. Monsieur 0,7, monsieur qui est grand 0,8, etc. Et comme petit, je suis bien petit, par exemple, 0,7 comme petit. Alors, je suis petit à 1 degré 0,7 et je suis grand à 1 degré, par exemple, 0,3. Je suis petit et grand à la fois, à condition de donner un degré à la vérité et à la fausseté. Ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce qu'à partir de ce principe, on a élaboré une nouvelle logique, une logique multivalente, pas la logique binaire dont seulement il y a les valeurs oui, non, blanc, noir, vérité, fausseté, 1, 0. Mais n'importe quelle valeur entre 0 et 1, et n'importe quelle expression littéraire qui puisse dire que c'est le plus petit, un peu grand, un peu plus grand, moyen, plutôt grand, vraiment grand, extrêmement grand, le plus grand de tous. Figurez-vous qu'on peut établir une table indécadaire, 11 valeurs, 0, 0,1, 0,2, 0,1, en donnant des expressions qui nous permettent de parler et nous entendre dans cette nouvelle logique. À partir de cette logique, on a créé une mathématique numérique que grâce au professeur Lotfi Zader, en 1965, a créé les phases 7, et à partir de phase 7, les nombres flous. Et vraiment, on n'en a pas assez d'une mathématique numérique. Pourquoi? Parce que des fois, les éléments ne sont pas suffisamment adaptables avec des numéros pour pouvoir établir tout un développement logique au domaine de la culture. Et nous avons créé une mathématique non numérique
Qu'est-ce que c'est ça, une mathématique non numérique? Écoutez, on a choisi, on a trouvé 4 concepts. Et à partir de ces 4 concepts, on peut prendre pratiquement toutes les décisions qu'un être humain peut adopter. Quels sont ces concepts? C'est le premier, groupement. Beaucoup de problèmes se posent sur le groupement. Groupement des pays, groupement économique, etc. Deuxième, relation. Une relation peut être profonde, pas profonde, quels sont les éléments relationnés, etc. Dans un match de football, il y a des relations entre joueurs. Et des fois, on achète un joueur, pas pour qu'il soit le meilleur, parce que la relation avec d'autres, il est. Assignement. Il y a des éléments, il y a des personnes qu'il faut les assigner de la meilleure façon possible. Voilà. Ordonnancement, pourtant, relation, assignement, groupement et ordonnancement, ordonné de plus beau au moins beau, de plus riche au moins riche. Écoutez, si vous savez ordonner les éléments, vous pouvez choisir lequel est le meilleur dans l'ordre, ou celle qui est en haut ou celle qui est en bas. Cette nouvelle conception de l'activité scientifique a donné lieu à une théorie de l'incertain. Qu'est-ce que ça... À quoi... J'ai fini. Avec quoi ça base cette théorie de l'incertain? On a abandonné l'idée géométrique de l'univers et on a passé à l'idée darwinienne. Les choses se produisent à fur et à mesure. Les nombres précis, 3, 24, sont substitués ou par intervalle de confiance entre 3 et 4, par exemple, ou entre nombres flous. Ça appartient déjà à la mathématique floue. Et finalement, une nouvelle mathématique est placée, occupée. L'espace, c'est la mathématique non numérique. Merci beaucoup, chers amis, de votre attention. J'espère que ces quelques petits mots que je vous ai donnés serviront pour réfléchir et pour voir qu'on est en train d'un changement profond au domaine de la société, au domaine de l'économie, au domaine de la gestion et pourtant de la culture des pays européens. Merci beaucoup. Voilà la théorie de l'incertain. Jaime e specialist în teoria incertitudinii, dar este un individ care trăiește după niște reguli cu incertitudini bine alcătuite. Eu am uitat să vă spun, a lucrat cu celebrul matematician Kaufman la Grenoble, unde a pus bazele școlii teoriei incertitudinii și textul lui, mai amplu decât ce a prezentat aici, îl veți găsi pe site-ul oficial al Academiei Române și pe site-ul oficial al proiectului, în așa fel încât să vă puteți, mai ales economiștii, și vă mai spun ceva, că acum nu e aici, contactați-l, pentru că nu este niciunul dintre colegii noștri pe care îi știu din area academică să fi făcut acest lucru pentru lămuriri, pentru bibliografie, pentru un sfat, pentru o relație, pentru o colaborare pe care Jaime să-l fi refuzat. Lucru care este valabil și cu ceilalți vorbitori care au fost în fața noastră ieri și astăzi. Între timp, cred că dumneavoastră vă formulați deja întrebările pentru toți 6, pentru că al 6-lea urmează. Al 6-lea este un compatriot al nostru, o să vedeți, un liberal nu numai prin comportament, prin prietenii,
dar și prin discurs. Este un om special, un bun economist, un doctrinar, specialist în doctrine economice, dar în aceeași măsură specialist profund în geopolitică și geoeconomie. Este un om cu catedre la universități importante, în București, la Universitatea din București, la Universitatea Lucian Blaga Sibiu, unde a parcurs toate treptele demnităților universitare, de la cea de șef de catedră până la cea de decan și prorector, dar de asemenea și prezența sa la universități importante din lume, din Franța, din Canada, din Elveția, din câte știu eu, fără a mai vorbi cele care sunt în împrejurimile Sibiului. Este un economist care a dus mulți ani în calitate de redactor și redactor șef o revistă specială, Tribuna Economică, și care a avut puterea după în 1990 să lase Bucureștiul, în care era bine implantat, și să meargă la Sibiu, unde a făcut o școală nouă, pentru că la Sibiu nu era facultate de științe economice. A început cu el și cu un prieten de-al nostru pe care le evocăm și le evoc de fiecare dată, mai ales că nu e aici, pentru că de regulă când nu e omul acolo, îl înjuri și îl lauzi când e prezent. Eu fac invers, pentru că multe lucruri le fac, atenție, nu vă gândiți la ce crezi că am gândit, le fac altfel de cum le-ar face oamenii răi. El s-a dus la Sibiu cu profesorul Cosmescu, îl trimitea pe Cosmescu la București, venea la noi la institut, pleca cu ranița plină cu cărți ca să le ducă la noi studenți, conduce de 20 de ani și mai bine o conferință, a inițiat o conferință internațională foarte importantă, unde cei care aveți de făcut mobilitate și prezență la conferințe internaționale cu lucrări indexate, că suntem obligați să faceți, puteți apela la profesorul Dan Popescu, pentru că despre el vorbesc. Deci s-a dus la Sibiu, unde prima dată când l-am întâlnit la Sibiu, invitat la un doctorat, am mers și am făcut câteva pași prin urbe. Nu erau 10 pași fără să se întâlnească cu un cetățean. Bună ziua, domnule prorector, ce faceți? Mai făceam 10 pași și eram obosit, veneam de pe drum, de-abia aștept să mă duc să mă odihnesc. Alt cetățean, ce mai face domnule prorector, bună seara, și așa mai departe. Atunci am hotărât să mă duc să predau la Sibiu, unde am devenit struț, decât să fiu la București cioară. Este Dan Popescu, pe care îl introduc. Vă va vorbi, cred că frumos și cred că nu prea mult. Este un profesor cu carismă. Veți vedea bibliografia lui, este impresionantă. Știți că orice carte are întotdeauna o mare calitate și în același timp un mare defect. Calitatea unei cărți este că a fost scrisă. Zic cetățenii, prieteni, bravo, domnule, a scris o carte. Defectul unei cărți este același, că a fost scrisă. Zic alții, da, domnule, ai carte, făceam eu alta. Dacă credeți că este ușor să faci o carte, luați ultima carte lui Dan Popescu, cea mai recentă în ultima, și dacă credeți că e ușor, copiați-o de mână. După aceea stăm de vorbă. Dan, te rog frumos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Valeriu Ioan Franc, doamna Maia Simionescu, doamna vicepreședinte pe fundație, domnul președinte Eugen Simion, le mulțumesc foarte mult pentru faptul că au avut amabilitatea și mie mi-au făcut onoarea să mă invite la acest festival intelectual remarcabil, care sunt cele câteva conferințe prezentate în cadrul programului Postdru de pregătire și pentru mine, așa cum spun, este deopotrivă o onoare și o plăcere. Acum să intru în problema respectivă, cultura română și modele culturale europene. Sigur că eu o să mă restrâng într-un fel, cu precădere la chestiunile legate de economie, de doctrine economice, de evoluții economice, de ce am crezut că este, de ceea ce a fost, de ceea ce va fi, de ceea ce ne așteaptă, pentru că, dacă vom sta și ne vom gândi bine, trăim într-o lume globalizată, din ce în ce mai globalizată, dar în care
și s-a spus acest lucru aici, nu fac decât să-l repet, să-l întăresc, să-l amplific, în care singura certitudine sunt incertitudinile. Ne dăm coate cu războaie, ne dăm coate cu teroriști, ne așteaptă să pare într-o anumită perspectivă o criză alimentară destul de pronunțată și cu efecte care vor fi foarte dure. Trăim într-o lume în care ne chimizăm în tot mai mare măsură organismul, în care ne rupem de matcă, de multe ori ne rupem și de Dumnezeu, fie El în alte religii cu alt nume, și sigur că într-o astfel de lume certitudinile nu prea sunt nici pentru clipele următoare, nici pentru zilele următoare, dar baremite pentru ani sau zeci de ani și în mai mare măsură incertitudinile ne stăpânesc. Ne stăpânesc îndoielile însă pot să fie constructive și de multe ori sunt constructive, dar și îndoieli care, într-un fel, ne așează într-o postură pesimistă. Sigur că postura pesimistă nu este cea pe care eu mă gândesc că trebuie să o adoptăm, ci e bine, totuși, să fim optimiști, gândindu-ne că speranța nu are ultimă. Acum, sigur că modele culturale europene pentru științele economice, lucrurile stau puțin altfel. În primul rând că în științele economice sunt oameni care au influențat decisiv evoluția științelor economice fără să fie economiști. Și n-am decât să mă gândesc la marele Adam Smith, ca să nu mă duc la Grecia antică, să nu mă duc la Roma, să nu mă duc în Evul Mediu, la Toma d'Achino, la Nicolaus Olahus, și mă gândesc la Adam Smith, care a fost profesor de literatură și morală engleză. Era la Universitatea din Glasgow, iată un argument în plus ca Anglia să rămână cu Scoția împreună, pentru că pe Adam Smith cred că îl revendică și scoțienii și englezii. Pe urmă, mă gândesc la Malthus, care era preot anglican. Mă gândesc la Proudhon, la propriété c'est le vol, proprietatea este furtul. Sau la propriété c'est un vol, proprietatea este un furt. Cuvinte care au inflamat străzile în revoluțiile franceze și europene din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și care inflamează și acum. Proudhon era tipograf și a fost autodidact. Mă gândesc de asemenea la cei care au lansat acest concept, pe care noi, în mod inexplicabil în opinia mea, sunt explicații în sensul respectiv, pe care îl neglijăm și care ar putea să fie salvarea în timp a noastră, și anume economia socială și solidară. Economia socială și solidară constituită, gândită, concepută de doi mari juriști ai Franței. Unul era Léon Bourgeois, care a luat și premiul Nobel pentru pace, că nu se dădea pentru economie la vremea respectivă. Celălalt era, de pildă, Charles Gide, care era unchiul scriitorului, care pe urmă, André Gide, a luat premiul Nobel pentru economie. Mă gândesc de asemenea pentru România, la celebrul Mihai Manoilescu, care a reușit să ranverseze întreaga gândire despre protecționism și liberalism, rupând granițele modelelor ca atare, și a creat o nouă teorie a comerțului internațional foarte apreciată astăzi, în mod deosebit în America de Sud, dar și în alte părți ale lumii. Deci, faptul că sunt oameni care au venit din direcții variate și au influențat economia,
eu cred că e un lucru foarte benefic, pentru că teoria economică, foarte diferită de multe ori de practica economică, foarte diferită de politicile economice ca atare. Să nu uităm că trăim într-o lume a intereselor, care trebuie reflectate și în teoria economică. Deci teoria economică a putut și în subsidiar politicile economice și practica economică au putut să se îmbogățească cu o serie întreagă de contribuții foarte importante. Acum, cred că dacă vrem să discutăm de modele în economie, ele sunt utilizate cu precădere mai mult ca instrumente de lucru, ca posibilitate de a cuantifica, de a evalua, de a îndrepta evoluția într-o anumită direcție sau poate într-o altă direcție. Ele au un conținut mai îngust, mai strâmt comparativ cu modelele culturale europene. Dar nu înseamnă că nu sunt importante și nu înseamnă că nu trebuie să le studiem și să le utilizăm așa cum este necesar. Acum să vă dau câteva exemple care să vă releve indisciplina totală a științelor economice vis-a-vis de modele. Vis-a-vis de modele. Iată ce ne spune unul din întemeietorii psihanalizei, care l-a prefațat pe Freud, și anume profesorul Francesc Charcot, spunea: il n'y a pas de maladie, il n'y a que des malades. Nu există boli, există numai bolnavi. Deci fiecare face boala în felul lui. Cadrul mare este boala, dar felul în care o face fiecare ține de identitatea lui, de particularitățile lui, de viața lui, de zestrea biologică și așa mai departe. Deci, deja o ieșire din tipar. Charcot spunea treaba asta undeva pe la 1902, 3, 4, 5, dar și până atunci știința economică a făcut la fel și după Charcot a continuat să facă la fel, spre binele ei. Pentru că de multe ori, dacă am fi mers pe strictețea modelului ca atare, puteam să ajungem la rezultate, unii zic chiar catastrofale. Să ne gândim că în anii de comunism la noi, de multe ori nu s-a mers pe aplicarea strictă a cuvântărilor, a unor idei de acolo, ci specialiștii, profesioniștii au căutat să afle lucruri care să dea posibilitatea ca economia să existe, să se manifeste și, într-un fel sau altul, sumă mare de oameni să beneficieze de ea. Dacă ar fi aplicat modelul întocmai, evident că lucrurile ar fi stat rău. Dar mă refer la un exemplu mai aproape și voi da două nume. Unul este l'Abbé Pierre, abatele Pierre. Discutam cu colegul nostru din Franța ieri de chestiunea asta. Iar celălalt, înaintea lui, este Thomas Robert Malthus.